Un, deux, est-ce qu'on m'entend? Bonsoir, c'est pas assez fort? Un, deux, un, deux. Ouais. Bonsoir à tous, prenez place, asseyez-vous. Voilà, prenez des derniers rafraîchissements avant que la conférence commence. Bon, merci à tous d'être venus donc ici dans les locaux du Wagon pour cette 17e édition de Paris Vidéothèque, donc les retrouvailles de printemps. Alors quelques petites nouveautés donc, autour de l'association et de Paris Vidéothèque. La dernière fois, donc, on avait fait un appel à candidature pour rejoindre l'association. Donc un appel qui a été entendu parce qu'on a eu deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc merci à Emmanuel et Gaspard de participer à l'organisation de ce meet-up et des prochains meet-up. S'il y en a d'autres dans la salle qui veulent participer, n'hésitez pas à nous contacter. On recherche encore du monde pour pouvoir nous aider à trouver des talks et à préparer ces conférences. On recherche donc, comme je viens de le dire, des présentations, des talks. Donc, si vous avez des choses que vous voulez présenter, des projets sur lesquels vous avez travaillé, n'hésitez pas à nous contacter, à nous proposer donc un sujet, et après on pourra échanger avec vous et vous serez ici sur la scène pour le présenter. On recherche également des sponsors, car pour organiser des événements, pour pouvoir vous payer donc la première tournée au bar, ensuite il faut avoir un petit peu d'argent. Donc on recherche des sponsors, donc s'il y en a qui veulent aussi participer à l'association via ce biais, c'est possible. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@parisvideothèque.com. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est une petite évolution dans l'association. Jusqu'à maintenant, on se retrouvait dans des chaînes de télévision, donc que ce soit chez TF1, chez Canal+, ou chez des fournisseurs comme AWS, par exemple. Là, aujourd'hui, on est donc dans les locaux du Wagon. Donc on remercie grandement le Wagon de nous accueillir. Ils nous accueillent ce soir, mais ils vont aussi nous accueillir pour nos prochaines éditions, donc durant toute cette année. Donc voilà, ça va devenir un petit peu notre camp de base pour l'association. Donc le Wagon, comme je l'ai dit, ce n'est pas une chaîne de télé, je pense que vous pouvez la chercher, vous n'allez pas la trouver. C'est une école d'informatique. Et je vais laisser donc la parole à Clément pour présenter justement qu'est-ce que le Wagon. Bonjour à tous. Bienvenue pour le printemps sous la verrière où il fait 40 degrés. Je suis Clément, je suis arrivé il y a 1 an au Wagon. Auparavant, j'étais chez Google, je m'occupais des équipes commerciales, je m'occupais aussi de la commercialisation de YouTube, donc j'ai un tout petit lien avec la vidéo, je ne suis pas du tout aussi expert que vous évidemment, mais ça me parle d'autant plus que de pouvoir être avec vous aujourd'hui, que j'ai ce petit lien. 1 an, je suis arrivé en même temps que Virginie, moi je dirige la partie pour les entreprises, Virginie dirige la partie pour les étudiants, parce que oui, le Wagon c'est une école de code. Alors, ce que je vous propose de faire là, c'est passer quelques minutes pour vous expliquer le Wagon et le Wagon for Business. Qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert? En effet, on n'est pas une chaîne de télé. Peut-être qu'un jour, on deviendra une chaîne de télé, qui sait. Donc, vous expliquez ça et puis surtout, passer, si vous avez une question, 2 questions, 10 questions, c'est le moment, ça serait plus sympa. D'accord? Ça vous va de faire comme ça? Cool. Le Wagon, 2013-2014, 3 fondateurs. Les 2 frères Paillard, Romain Boris et Sébastien Saunier, passé chez Google lui aussi d'ailleurs. Se disent, en fait, il y a un truc qui est en train d'arriver là, c'est que le code devient un langage, comme l'anglais en est un, que tout le monde va devoir maîtriser, au moins les bases. Or, c'est pas enseigné, ou quand c'est enseigné de façon hyper théorique. Et ils ont vu aux États-Unis un format qui commençait à émerger, qui s'appelait le format des bootcamps. Hyper intense, immersif, pratique. Ils se sont dit, mais en fait, il faut qu'on fasse ça sur le code, et on va le commencer en France. Et la success story est telle que maintenant, 15 000 étudiants formés dans 45 villes, 20 pays, etc. Donc les bootcamps du Wagon, c'est quoi? Ce sont d'abord des bootcamps de 9 semaines en web development. Donc je suis full stack web développeur. Ensuite, à partir de 2018, c'est ajouté un 2e track de data science. Je sors, après 9-10 semaines, je suis data analyst ou junior data scientist. Et du coup, je trouve un job dans les 3 mois à plus de 97%, je crois, d'employabilité. Voilà. Super succès pour l'entreprise, mais c'est pas super succès pour ces gens qui viennent de parcours hyper divers.
Alors, il y a des gens qui sortent d'école de commerce ou d'école d'ingé qui veulent continuer leur formation. Il y a des gens qui veulent complètement changer de carrière à 40 ans et aller vers des métiers tech. Et il y a des gens qui n'ont pas d'autre background, si je peux me permettre, que leur motivation et qui sortent avec un job. C'est quand même la beauté du modèle. Et puis, ce qui s'est passé aussi aux alentours 2019-2020, c'est qu'il y a des boîtes qui ont commencé à avoir des employés qui étaient super bons. Et ils se sont dit, mais en fait, moi-même, j'arrive pas à recruter des devs. J'arrive pas à recruter des data, quelque chose. Tiens, le wagon, vous pourriez pas faire quelque chose pour nous, s'il vous plaît? C'est Ikea le premier qui est venu vers nous. Enfin, le premier avec qui on a vraiment monté, from scratch, un programme de data science, où en fait, ils se sont dit, on a besoin de construire un département de Advanced Analytics, mais on a du mal à recruter, on aimerait bien créer des parcours internes, aidez-nous, on a créé ça avec eux, et puis on a commencé par 20 personnes, c'était il y a 2 ans, et il y en a encore 19 dans ce département. Voilà. Et donc du coup, le Wagon for Business, c'est quoi? On répond pour les entreprises à la pénurie de talents en tech et en data, en disant, mais en fait, les talents, ils sont pas nécessairement à l'extérieur, on a des alumni qui peuvent rejoindre votre entreprise, c'est vrai. Mais en fait, la réalité, c'est que la plupart des talents, si on va le chercher en volume, ils sont déjà chez vous. C'est ou en développant les compétences, en permettant la montée en compétences des équipes techniques, IT, data, ou en permettant la reconversion de personnes d'équipe business vers les équipes techniques, ou aussi en permettant aux équipes business, les marketing, finance, etc., d'être plus autonomes grâce aux data ou grâce à la tech, et donc du coup de prendre un peu moins de temps des équipes techniques aussi. C'est ça qu'on fait avec des bootcamps. Donc on s'appuie sur la méthode du wagon, bootcamp, hyper intense, pratique, avec une plateforme propriétaire qui est un peu le clou du spectacle. Et on adapte cette méthode-là, bootcamp, qu'on fait de différentes durées, 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 9 semaines, en fonction qu'on fasse de la montée en compétences ou de la reconversion par exemple. On prend ces bootcamps-là, cette méthode-là, et on adapte aux entreprises, du coup en format, en durée comme je viens de vous dire, et aussi avec des use cases, etc. Et bon, ça marche bien, moi je m'occupe de ça avec une vingtaine de personnes dans l'équipe, une quinzaine de personnes dans l'équipe, et bientôt 20, bientôt 25, voilà, ça marche bien. Voilà. Le pourquoi ça peut avoir de la pertinence pour vous, c'est que je n'arrête pas d'entendre dans les quelques discussions que j'ai eu la chance d'avoir, des pénuries de talents, des difficultés à recruter, tiens c'est cher, des experts. Alors on forme des web développeurs, où on permet aux équipes IT de connaître les bonnes pratiques et les bonnes méthodes. On forme des juniors data scientists, donc on ne forme pas des spécialistes de la vidéo, c'est vrai, donc voilà. Mais juste, je me disais qu'il pouvait y avoir quand même un lien de pertinence. Voilà. Et puis dernièrement, je sais que vous allez parler d'une solution dont le Green IT fait partie, et juste pour vous dire, ça permettait de faire le lien, la transition qu'on est en train de développer, en l'occurrence pour une grande banque, mais je pense qu'on va le Green IT. Alors, la réalité c'est que on le fait en partenariat avec un acteur hardware, parce que ce qui est vrai, c'est que si on veut optimiser l'empreinte, ça se joue un peu moins sur l'optimisation du code que nous on fait, mais beaucoup sur la partie amont, notamment le hardware. Voilà. Et du coup, c'est un sujet qui est hyper important, qu'on essaie d'adresser un peu mieux. Voilà. Quelles questions auriez-vous? C'est là où normalement ça reste blanc, mais ça me permet de m'éclipser plus facilement après. Ah, merci. Ok, très bien. Eh ben, c'est une très bonne question, parce qu'on est ravis. Non, comme je n'ai pas participé à la décision que j'aurais sûrement prise aussi positivement, je ne sais pas répondre. Non, écoutez, par plaisir, je crois, parce que voilà, mais je ne sais pas s'il y a une meilleure réponse que la mienne. Je suis preneur. Parce qu'en fait, aussi, si je réponds un tout petit peu plus largement, on a cet endroit. Alors, ce que je n'ai pas dit, que j'avais prévu de dire, c'est que normalement, là, il fait chaud parce qu'il n'y avait rien, mais il fait chaud aussi parce qu'il y a pas mal d'énergie la journée. Vous êtes arrivé au moment où les étudiants venaient de partir. Là, c'est un des batchs, comme on appelle ça, de 40 web devs. Donc là, il y a 40 personnes qui sont là, qui commencent pendant 1h30 de cours, top-down, pardon pour le mot anglais, d'accord. Et puis après, ils sont en petit groupe, là, ils travaillent de 10h30 à 18h, ils travaillent ici, donc là, ça phosphore pas mal. Et après, à 18h, souvent, on fait des événements comme ça sur des sujets tech, sur des sujets data. Et puis, on essaie de jouer un rôle aussi de support, comme on pense des super locaux, quand on peut aider des associations sur ces domaines-là ou des trucs auxquels on croit. Voilà. Donc, je n'ai pas participé à la décision, mais je pense que la réponse est là.
On laisse la parole aux experts. Merci à vous et bonne soirée. Donc, merci beaucoup à toutes les équipes du Wagon, encore une fois, de nous accueillir. Un grand merci aussi à nos sponsors donc à l'année, dont vous pouvez faire partie si vous voulez, en nous contactant. Donc, on remercie Athème et Lumen qui nous soutiennent donc, pour l'année 2022. Et maintenant, quel est le programme de ce soir? Donc, on va commencer en effet par un sujet autour du green, donc avec Cortex, avec Marc et Jérôme. Et ensuite, on aura donc un sujet plus orienté donc voilà, gestion de l'information, Wikidata. Je pense que le titre de ce second talk a dû un petit peu éveiller votre curiosité, sachant que je pense dans la salle, il y a beaucoup plus de monde qui vient de l'OTT que du monde justement de la data et de la gestion des fichiers. Donc ce sera présenté donc par Perfect Memory avec Richard qui se trouve là juste au premier rang. Et après, donc Paris Vidéothèque ne serait pas Paris Vidéothèque si on ne se rejoignait pas après l'événement dans un bar. Donc on a réservé le bar La Morésienne qui se situe juste à côté donc de l'endroit où on se trouve. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous offre donc la première tournée. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à rester avec nous après la fin des différents talks. Et donc je laisse la parole à Cortex. Merci. Jules, il fait chaud, non? C'est moi ou... D'accord. C'est moi qui commence? Ouais, je crois, ouais. Bonjour à tous. Alors, Isave 1, Greeners and MPEG 2. Alors bon, c'est Marc qui a eu l'idée. Hein. Pour moi, ça me paraît évident. MPEG 2 est clairement plus green. Je veux dire, c'est clairement moins complexe. Enfin, donc ça y est. Ouais, je sais pas en fait. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, green. On évite d'ailleurs de parler de green chez Cortex. On parle de green, on parle de kilowattheure, on parle de joules, on parle d'empreinte carbone, on parle sur quelle partie du workflow, on parle sur l'encodage, on parle sur le CDN, on parle sur les players, on parle de quel pays. Bref, le green, c'est quelque chose de un petit peu compliqué et un peu vaste. On va essayer de faire de notre mieux en apportant un petit peu de science. Un petit peu de science. Donc on commence par ne pas parler de streaming, mais parler simplement d'énergie. Donc là, c'est simplement une courbe qui montre la consommation d'énergie dans le monde depuis 1800, pourquoi pas. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ces courbes qui montent vont s'arrêter un jour? Il y a un indice, c'est qu'en fait, ça ne peut que s'arrêter. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que la Terre, on sait tous, c'est un système fini, donc on ne va pas pouvoir continuer comme ça à consommer. Donc il y a juste un chiffre à retenir. On produit aujourd'hui sur Terre à peu près 600 hexajoules, on va y revenir, 600 avec 18 zéros derrière, 600 hexajoules d'énergie, donc très principalement avec du fossile, c'est ce qui est en gris sur la courbe. Et effectivement, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et quelle est la part du streaming là-dedans finalement? Est-ce qu'on a vraiment un impact ou est-ce que finalement le streaming, c'est pas le sujet? Mais c'est peut-être un peu le sujet quand même. Pour parler d'énergie, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les unités. Donc là, en fait, c'est toujours pas du streaming. Là, c'est ma maison que vous voyez. C'est ma maison. Donc là, il y a le ballon d'eau chaude là, qui se met en route la nuit. C'est simplement pour vous montrer qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'unité. Il y a les watts et les wattheures. Alors ça a l'air de rien, mais le nombre de fois où j'entends watts par heure, c'est pas des watts par heure. Les watts par heure, ça existe peut-être, mais en tout cas, c'est pas du tout l'unité qui est utilisée pour l'énergie. Donc juste en un mot, les watts, c'est le haut de la courbe, c'est la puissance. Donc mon ballon d'eau chaude, c'est à peu près 3 kWh quand il chauffe l'eau. Il y a beaucoup de monde à la maison. Et l'énergie, c'est l'intégration de cette puissance dans le temps. L'énergie, c'est par rapport au temps. Donc c'est en dessous de la courbe, c'est tout ce qui est en bleu. Donc on va parler de kilowattheures, parce que c'est des kilowatts multipliés par des heures. C'est aussi simple que ça. Donc si j'ai une ampoule qui consomme 5 watts, c'est-à-dire qu'il lui faut 5 watts pour s'allumer, et qu'elle est allumée pendant 3 heures, ça va faire 15 wattheures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça fait du bien, parce que même dans des groupes qui sont censés être un peu experts du sujet, on parle de watts par heure, et c'était juste insupportable. Alors donc par c'était contre, juste nous, pour on le n'est répéter. Pas experts. Non, nous pas du tout, c'est pour ça qu'on est là. Nous, on va juste essayer de dire, voilà, vraiment à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on pense de ça, mais je voulais juste rappeler, voilà, on parle de wattheures, par pitié. On parle de wattheures. Et donc, quand on parle de wattheures, on va juste donner quelques ordres de grandeur. Donc, 600 hexajoules, donc
Un joule et un water, c'est homogène. On est dans une école scientifique, donc on peut le dire, c'est homogène, c'est les mêmes unités. Il y a un facteur d'échelle entre les deux. Un joule, en fait, c'est 1 watt seconde. C'est 1 watt consommé par une seconde. Ça, c'est un joule. Donc 600 hexajoules sur la Terre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est un peu cette unité? Par exemple, 1 kWh, c'est 3 600 000 joules. Donc les plus watts seconde, 3600 secondes dans une heure, tout ça. 3 600 000 joules. 1 litre de diesel, c'est à peu près 38 mégajoules. Ça commence à faire, on voit à peu près 10 kWh. 1 kg d'uranium, si on l'utilise à travers de la fission, c'est à peu près 80 pétajoules. Simplement pour rappeler, on ne dit pas que le nucléaire c'est mieux. Hein. On dit juste, en termes d'ordre de grandeur, c'est quand même très nettement supérieur. Une pinte de bière, c'est à peu près 837 kJ. C'est moi qui ai rajouté ça. Ouais. Et la question qu'on va se poser, c'est finalement 1 heure de streaming, en fait c'est quoi? Ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on n'en a aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Ce qu'on a fait là, on a simplement pris des études qui sont sorties, il y en a eu beaucoup ces derniers temps, dont une étude assez célèbre du Shift Project, qui est un think tank français, avec M. Jancovici, que vous devez connaître, qui a sorti une étude il y a quelques années qui disait qu'une heure de streaming sur Netflix était équivalent à 30 minutes de voiture. Bon, ils ont révisé depuis cette étude, mais globalement, ce qu'on voit ici, donc là, ce qu'on liste simplement, c'est différentes études qui essayent d'estimer l'empreinte carbone. Donc on n'a pas encore parlé d'empreinte carbone, on a parlé de kilowattheure, on va y revenir. L'empreinte carbone pour regarder une demi-heure de Netflix. Donc on voit que là on a un problème, c'est qu'en fait il n'y a pas 20% ou 30% d'écart, il y a un facteur 100 d'écart. Donc on a quand même un petit problème pour évaluer cette empreinte si on se contente de lire les différents rapports. Et en fait je vous invite à les lire, hein. Effectivement ces rapports sont assez partiels, et en plus ils parlent tous non pas de kilowattheure mais d'empreinte carbone, ce qui pose quand même un autre problème, c'est que l'empreinte carbone, ça dépend de plein de choses. Ça dépend d'un mix énergétique, ça dépend de là où c'est consommé, ça dépend de plein de choses. Donc on va y revenir. Mais donc, de prime abord, c'est pas forcément simple de répondre à la question de combien ça consomme. Donc c'est AV1 ou... C'est, je sais pas. Donc du coup, il vous a pas échappé qu'on parle d'urgence climatique, que l'objectif que vous allez tous avoir à un moment ou l'autre besoin de faire votre bilan carbone, puis après on va vous taper dessus pour que vous l'ajustiez. Toutefois, la question c'est que c'est pas déjà très très clair comment on comptabilise, comment on fait ce bilan. Et une chose au moins qui est communément admise, c'est qu'il y a eu plusieurs frameworks, mais à la fin, tout le monde a convergé sur le fait d'utiliser 3 scopes. 1, 2, 3. Là, ça, c'est la seule partie que j'ai comprise. C'est le CTO. Hein. Le premier, c'est les émissions directes. Donc, en gros, c'est ce que votre entreprise va elle-même émettre. Donc, typiquement, certains types de chauffage. Dans le cas de Cortex, vu qu'on est dans un bâtiment avec d'autres personnes, on doit, j'imagine, avoir un tout petit morceau lié à peut-être la pompe à chaleur, que sais-je. Ça y est, c'est fini. Scope 2, c'est les émissions liées à la production d'électricité que vous allez utiliser, ou soit pour délivrer un service, pour produire un service, ou pour faire fonctionner votre entreprise. Donc chez Cortex, il y a une bouilloire. Il y a la compouse. Ah oui, exact, les galettes saucisses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des portables. Je crois que c'est tout. Et tout le reste, c'est dans le scope 3. Ça veut dire que le bilan carbone de Cortex, c'est le scope 3. Qu'est-ce que c'est le scope 3? En gros, ça doit être 99,8. C'est dans le scope 3. Le scope 3, c'est tout le reste. Le scope 3, c'est quand vous achetez des services AWS, si vous utilisez des infras dans le cloud. C'est vos vendeurs. C'est le carburant de vos collaborateurs pour venir au travail. C'est le matériel, les émissions liées au matériel que vous achetez, etc., etc., etc. Et donc déjà là, on tombe sur un os. Dans notre cas, on vend du cloud, en tout cas des services au-dessus du cloud. Donc il va falloir que mes fournisseurs soient en mesure de me fournir des chiffres, des données, pour être capable d'établir mon propre bilan carbone. Là, je pense qu'on commence déjà à... On est un peu embêté. Alors, ça c'était juste pour illustrer. C'est Amazon, c'est pas nécessairement AWS. Et puis c'est un vieux bilan,
Le but, c'était juste, bon bah déjà, je sais pas, peut-être que tous des experts des bilans financiers, moi je comprends rien à rien, en plus je peux lui faire dire n'importe quoi. C'est le CTO. Hein, je peux immobiliser n'importe quoi avec, et à la fin je comprends rien. Bah, c'est un peu pareil là. Bon, alors on se rend compte quand même, il y a le scope 1, alors tout ce qui permet de refroidir les systèmes. C'est peu quand même. Il y a de l'essence. Là, bon, je pense que c'est pour les groupes électrogènes. Groupes électrogènes, voilà. Ça, c'est scope 1. Scope 2, bah dis donc, finalement, c'est assez faible. Hein. C'est quand même assez faible, l'électricité, les émissions liées à l'électricité, à la production d'électricité, c'est faible. Et puis finalement, le reste, bah, même Amazon, le gros du gros est quand même également dans le scope 3. Alors, le problème de ça, c'est que ce que je disais, c'est comme un bilan. On peut lui faire dire presque ce qu'on veut. Il y a des mécanismes de compensation, il y a plein de choses qui n'apparaissent pas. Et donc déjà, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que même en faisant un effort un peu, commencer à aller dans le détail, ben on se rend compte que ça ne va pas être facile d'avancer. Normalement, il y a un slide avant. Ah oui. Sinon, ma transition, elle marche pas. Voilà. C'est pour ça que je t'ai perdu aussi. Donc on s'est quand même dit, on va faire l'exercice. On va se demander, c'est quoi le bilan carbone d'une heure de streaming? Pour faire cet exercice, en fait, on est parti d'une approche qu'on appelle top-down. Je crois que tu as utilisé le même mot. Je me suis dit, ça c'est un truc, c'est bien. Donc top-down, c'est quoi? On part des grosses masses et puis on essaye de dériver des chiffres à partir de ces grosses masses. Donc on repart du 600 hexajoules, qui est la production totale d'électricité dans le monde aujourd'hui. Il y a pas mal d'études qui disent que le digital, c'est entre 1,5 et 4% des émissions totales. Ok, on a pris 2,5. Dans ces 2,5, on trouve de nouveau pas mal d'études, il y a les sources, hein, les sources des études qui disent, bon, là-dedans, les data centers et le réseau, c'est à peu près 30%. Alors on se dit, bon, bah, le streaming, c'est quand même pas mal de data centers et pas mal de réseaux, on va le mettre dedans. Donc on fait 30% de 2,5% de 600 hexajoules. Et puis, la vidéo, c'est à peu près 60% d'Internet. Donc on se dit, on va faire une hypothèse, c'est que l'empreinte carbone, la consommation électrique, elle est proportionnelle au débit. C'est sans doute très faux, mais c'est pas plus faux que les autres chiffres. C'est le bon ordre de grandeur. Donc on fait quoi ensuite? On fait un petit calcul niveau CE1, 600 fois 2,5% fois 30% fois 60%, ça fait à peu près 2,7 hexajoules pour le streaming. Pour la vidéo, on va dire, pas que pour le streaming. Là-dedans, on trouve pas mal d'études qui disent qu'il y a à peu près 1000 milliards d'heures qui sont regardées en streaming par an par l'ensemble de la population. Donc on fait un autre calcul niveau CE1. Non, la division, c'est quoi? Je sais plus. Bon, là c'est une division, c'est chaud là. C'est chaud. Donc on divise 2,7 hexajoules par 1000 milliards et ça fait à peu près 2,7 mégajoules ou à peu près 0,75 kWh pour un streaming. Alors 0,75 kWh, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire que un radiateur pour une petite pièce, si on est chauffé à l'électrique, c'est 500 watts. Donc pendant une heure, 500 Wh. Et donc c'est quand même plus que d'avoir un radiateur qui chauffe pendant une heure à côté de nous. Donc c'est vraiment pas rien. Après on s'est dit, bon, on va essayer de le comparer aux autres études qui font à peu près les mêmes calculs malheureusement. Et donc on va passer des wattheures à une empreinte carbone. Comment on fait ça? Eh ben, on a fait un peu comme on pouvait, et comme fait à peu près tout le monde, on est parti d'un mix énergétique moyen. On a pris le mix énergétique européen. Le mix énergétique, ça permet de savoir quoi? Ça permet de savoir finalement le nombre de grammes de carbone émis, ou d'équivalent carbone, on y reviendra peut-être, par kilowattheure produit. Voilà. Donc en Europe, c'est à peu près 300 grammes de CO2 par kilowattheure produit, ce qui nous fait à peu près 130 grammes de CO2 par heure de streaming. Alors on n'a plus le slide, parce qu'on aurait dû le remettre là. Mais en fait, 130 grammes, on arrive, on va dire, dans le même ordre de grandeur que les autres études. Alors vous allez me dire, ouais, mais tes chiffres là, ils sont faux. Alors oui, les chiffres sont faux. Ça, je vous dis tout de suite, les chiffres sont tous faux. Par contre, l'ordre de grandeur, est-ce qu'on est faux d'un facteur 2 ou 3? Ça, j'ai aucun doute. Est-ce qu'on est faux d'un facteur 10? Ça commence à faire beaucoup. Donc on parle d'un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur est sans doute pas trop éloigné de ça. Donc du coup, là, c'est fini, parce que du coup, tu as dit que c'était le débit. Donc c'est AVA. Qui est plus green? Ouais. Je sais pas. Je comprends rien. Bon, alors, nous, de notre côté, on se dit, bon, alors, si on voulait vraiment avoir le vrai chiffre, il faudrait qu'on ait une approche bottom-up, du coup. Le problème, c'est que bottom, là, ça, tu l'as pas dit, ça. Et ben voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, ça dépend quand même pas mal de paramètres, hein, accessoirement. Quel device? C'est une télé, c'est pas une télé,
c'est du HDR, c'est pas du HDR, c'est quoi le codec utilisé, c'est quoi le chipset utilisé, dans quel pays, quel est le mix énergétique, PUE, quel CDN, c'est streamé vers où, depuis où. En fait, tous ces paramètres sont tels que la seule solution, il faudra qu'on mette des wattmètres partout pour être capable d'avoir une idée. Alors, on n'a pas dit que c'était pas possible, évidemment que c'est pas possible, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, si on veut être capable, tous collégialement, d'essayer de glaner des chiffres qui soient un peu pertinents, et ben, c'est évidemment un effort global et évidemment un effort avec N industriel, ça tombe bien, il y en a N. Alors juste il vous aura pas échappé qu'avec justement cette fameuse urgence climatique, le nombre d'entreprises qui vous proposent des calculateurs carbone explose dans plein de domaines différents. Malgré tout, il y en a très peu qui sont vraiment orientés sur la chaîne de streaming, sur le streaming en général, sur le streaming basé cloud en particulier, et même sur l'ensemble, on va dire, de la chaîne de streaming. Donc évidemment, il y a les travaux de l'ADEME qui vous donnent une sorte de référentiel, des méthodologies. Il y a d'ailleurs des travaux en cours, notamment sur les services cloud. Donc c'est des choses évidemment intéressantes pour essayer de définir des méthodes auditables, reproductibles, pour être capable d'évaluer une certaine empreinte. Il y a eu également, où il y a des travaux, en tout cas il existe déjà des calculateurs, plutôt sur les gens qui font plutôt de la production. Donc là je cite EcoProd, Sequoia Ecotournage. Il ne vous aura pas échappé que nos amis, en tout cas nous c'est nos amis. Nous c'est nos amis, oui. Fournisseurs de cloud ont également chacun sorti leur calculateur carbone. Par contre, si vous l'utilisez, le problème, c'est que il manque le scope 3. C'est quand même gênant, parce que vous vous rappelez ce qu'on a dit au tout début. Par ailleurs, généralement, et là c'est du business, la compensation fait partie de leurs chiffres. Donc dans les chiffres que je vous ai montrés, derrière, il y a la compensation. Alors pour tout le monde, la compensation, c'est quoi? C'est être capable de contrebalancer son émission je sais pas, sur telle partie de son service, en finançant d'autres projets qui vont permettre de réduire sur d'autres services. Donc déjà, voilà, c'est juste une joke, mais si ça se trouve ici, c'était une centrale à charbon. Bon bref, passons. Déjà, il n'y a pas, comment dire, il n'y a peut-être pas équivalence entre un kilowattheure ici et un kilowattheure là, et un kilowattheure là. Évidemment, ils n'ont évidemment pas tous la même empreinte. Bref. Et par ailleurs, dans la chaîne de streaming, il y a une partie qui reste assez opaque, encore, c'est la partie liée au CDN. Est-ce qu'il y a des gens d'Akamai, il ne faut pas parler trop fort sur le... Non, c'est vraiment très très clair. D'ailleurs, j'ai retrouvé le rapport sur Internet. Bon, bref, si on arrête de... Nous, on est persuadés qu'il y a quand même quelque chose à faire, qu'on sera quand même capable d'extraire des données pertinentes, mais ça sera nécessairement un effort collectif. De la même façon qu'on a tous été capables de définir des normes de compression vidéo, des normes réseau, etc., collégialement, on est persuadé, alors même que les gens n'avaient pas tous le même intérêt, hein, celui qui fait les set-top box, celui qui fait les encodeurs et d'autres n'avaient pas tous le même intérêt, mais on est persuadé qu'on peut aller dans la bonne direction ensemble pour être capable d'abord d'être capable de comprendre, être capable de proposer des alternatives et éventuellement être capable de proposer des nouveaux usages ou de s'outiller pour proposer des nouveaux usages. De la même façon, vous verrez, vous pouvez trouver de la doc sur tous ces fameux projets, le Shift Project, le Greening of Streaming, donc qui est enfin une initiative vraiment très orientée streaming, comme son nom l'indique. Alors Cortex est un des membres fondateurs. Il y a Broadpeak, il y a Intel, il y a AMD. Akamai, je crois aussi. Akamai, ouais, ça c'est important. Et bref, là où je veux en venir, c'est... il y a vraiment plein de docs, mais vous allez voir que c'est extrêmement difficile d'extraire des bonnes pratiques. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a monté un consortium avec nos amis MotionSpell, avec nos amis NewsBridge, avec Telecom ParisTech, avec Video Labs, avec Idle.eco, donc consortium soutenu par TF1, M6 et France Télé, où le but du jeu, donc nous on ne couvre qu'une partie de la chaîne, hein, on ne couvre pas en l'état la partie production.
Mais le but du jeu, c'est d'être capable de mener un projet un peu sérieux sur le sujet. Encore une fois, on n'est ni des ayatollahs, ni rien, on veut juste faire de la science. On veut comprendre et on veut apporter des éléments, des premières solutions. Il y a 3 scopes. Première partie, le but, c'est vraiment de bien comprendre, d'essayer de proposer une méthodologie adaptée au streaming et de proposer une sorte d'étiquetage environnemental. En gros, tel contenu, il est A, tel contenu, il est B, ou telle brique dans la chaîne, c'est C, et à la fin, vous avez une note pour votre contenu, et vous êtes capable, vous pouvez imaginer l'ensemble des possibles suite à ça. Évidemment, une deuxième partie qui est des innovations techno, comment on va être capable, techniquement, de réduire cette empreinte. On a plein d'idées, il y a deux, trois idées, éventuellement parvenir à des nouveaux usages, et également fournir des outils, en tout cas une forme qui permettrait une sorte de rétroaction entre l'utilisateur final et les autres éléments de la chaîne de streaming. Donc voilà l'objet en tout cas du consortium Scotty. Ceux qui sont intéressés, on pourra en reparler à la bière. Voilà. L'autre sujet dont je voulais parler, c'était quand même sur cette fameuse empreinte carbone. Alors là, on s'est un peu focalisé malgré tout sur l'endroit où on allait produire, enfin dans notre cas, traiter la vidéo, donc l'encodage, le packaging, etc. Sauf que vous pouvez être extrêmement green, si ça veut dire quelque chose, à l'endroit où vous produisez, mais par contre, vous allez le diffuser dans un pays qui, lui, a un mix énergétique catastrophique. L'Allemagne, par exemple, c'est ça? Non, ils sont très vers l'Allemagne. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ils sont verts. Il n'y a pas du tout de centrale à charbon. Donc, par exemple, l'Allemagne, et donc du coup, en fait, ça veut bien dire qu'il faut vraiment vous tenir compte de l'ensemble de la chaîne. D'ailleurs, ça me fait penser à... C'est pour ça cette vision globale, c'est un peu comme notre réseau électrique. Aujourd'hui, notre réseau électrique, c'est un réseau centralisé, c'est pas un réseau distribué. On peut croire qu'on peut améliorer les choses localement, c'est sûr que localement, ça sera sûrement très bon. Mais peut-être que globalement, ça ne le sera pas. Aujourd'hui, le système français, mais pas que, si on allumait tous les équipements électriques qu'on a chez nous, je ne parle pas des voitures, parce que ça c'est encore un autre sujet, sur le réseau, il faudrait qu'on ait 5 fois plus, on soit capable de produire 5 fois plus d'énergie. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que de la même façon qu'on est capable aujourd'hui de nous d'éteindre la lumière quand on sort de la pièce, on pense qu'il faudrait que tous nos systèmes à nous soient capables de fonctionner ou soit en mode dégradé, ou soit de réduire leur utilisation quand personne ne s'en sert, ou quand il y a moins d'utilisation. Et donc voilà, donc nous, ça, en tout cas, c'est notre... Oui, l'espèce de vision, effectivement, c'est qu'un système cloud, finalement, c'est un peu comme le réseau électrique. Effectivement, il y a de la surcapacité, et pour que ça fonctionne, il faut que, comme tu le disais, je suis chez moi, j'éteins la lumière quand je sors de la pièce, finalement, quand je me sers plus de la ressource, il faut que je la libère. Oh, attends, j'ai une idée. StatMux, ouais. Ça parle à certains? C'est ça. Exactement. Le réseau électrique, c'est un espèce de gros StatMux de ressources, et notre vision, c'est que le cloud doit être un espèce de gros StatMux de ressources. Mais pour ça, il faut être capable, effectivement, d'avoir des technos qui sont élastiques et qui vont réduire leur empreinte quand il y a moins de besoin. Et ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui savent le faire. Alors, on ne parle pas de produits à Paris Vidéothèque, donc je citerai personne. Le mien est tombé. On a juste mis un petit nombre là pour vous titiller un peu. Alors, bon, je sens que le wagon est un peu endormi. Ça va le wagon? Ouais. Ça va Paris? Ouais, ok. Donc, du coup, on va pas jouer aux devinettes, donc c'est pas mon compte en banque, ou alors peut-être en ancien rouble, je sais pas, peut-être. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'AWS, c'est peut-être son compte en banque, je sais pas. En tout cas, c'est pas le mien. En tout cas, c'est pas le mien. Non, en fait, ce petit nombre-là, c'est le nombre de fichiers qui sont produits par une chaîne en 24/7 en streaming. Donc c'est pareil, j'ai pris des hypothèses de durée de segments, de HLS, de dash, de nombre d'encryption, etc. Mais 63 millions et des poussières de fichiers qui sont produits pour une chaîne en 24/7. Et donc la question qu'il faut tous se poser... Sur un mois? Sur un mois, pardon, sur un mois. La question qu'il faut tous se poser, et on la pose nous à tous nos prospects, tous nos clients, c'est est-ce que vous pensez vraiment que ces 63 millions de fichiers sont téléchargés par tous les gens qui regardent vos flux? Indice? Ah d'accord. Donc du coup, en fait la réponse est évidemment non. La réponse est évidemment non. Et quelle que soit la qualité de votre contenu, quelle que soit votre audience, en fait, non. Ces fichiers ne sont absolument pas tous téléchargés. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi les transcoder, pourquoi les packager, pourquoi les produire?
Ce qu'on montre ici, donc du coup on s'est dit on va mettre un peu de réel quand même, parce que là pour l'instant on a envoyé je ne sais pas si on a envoyé beaucoup de rêves, mais en tout cas on a envoyé, on a envoyé de la data. Ce qu'on montre là, c'est un déploiement réel hein, chez un très très gros opérateur qui fait du sport. Donc vraiment un opérateur de premier plan, hein, qui a une trentaine de chaînes. Et ce qu'on montre là, c'est le nombre de machines qu'on utilise dans le cloud pour faire le transcodage, le packaging, l'encryption, les DRM et les delivery, en fonction de l'heure qu'il est finalement, puisque en bas, c'est différents jours avec différentes heures. Et donc en fait, on voit quoi? On voit que, figurez-vous que la nuit, il y a moins de gens qui regardent la télé. C'est dingue. Et en fait, quand il y a un événement, là, le gros pic, là, c'est un événement, il y a beaucoup plus de gens qui regardent la télé. Et donc, il y a quand même un facteur 3 entre le nombre de machines qu'on utilise quand il y a un événement et le nombre de machines qu'on utilise la nuit quand il y a moins de monde qui regarde. Et là c'est que 30 chaînes. Et là, des opérateurs avec 11 000 chaînes. Effectivement, on a fait des études avec d'autres opérateurs avec des milliers de chaînes. Et là, en fait, je ne sais pas si vous allez souvent au-delà de la chaîne, je sais pas, 10. Moi, je vais dire 6. Parce qu'il y a des amis de... moi, personnellement, j'y vais jamais. Et donc, en fait, c'est les très gros opérateurs qui diffusent des milliers de chaînes. Globalement, les statistiques qui nous ont sorties, hein, c'est pas nous, les statistiques qui nous ont sorties, c'est que à partir de la chaîne 50 jusqu'à la chaîne 1000, elles sont regardées, je sais pas, 2% du temps, quelque chose comme ça. Donc l'économie d'échelle à faire à ne pas les processer, elle est juste gigantesque. On parle d'une réduction d'à peu près 50 ou 60% du nombre de machines pour ce genre de déploiement. Donc on n'est pas sur un chiffre anodin. Encore une fois, là, on se focus vraiment sur un petit bout de la chaîne qui est celui que fait Cortex. Hein. Mais globalement, l'idée, c'est de dire que la meilleure énergie, c'est quand même celle qu'on n'utilise pas. Et l'objectif, c'est simplement de se dire, si elle sert à rien, on va éteindre la lumière. C'est aussi simple que ça. Je crois que ce slide, il devait être quand je parlais, en fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous aurez la présentation. Globalement, ça, c'est des calculs qu'on a fait. On a un article de blog là-dessus, dans le cadre, justement, d'un travail avec un opérateur européen pour déterminer la réduction d'empreinte carbone liée à l'utilisation de la solution qu'on n'a pas le droit de citer dans le cloud. Donc vraiment, on arrive à des chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Évidemment, on n'est que sur un petit bout, hein. Mais néanmoins, on arrive quand même à des chiffres impressionnants. Comme on le disait au départ, malgré tout, l'objectif, c'est sur toute la chaîne. Je ne sais plus si c'est toi ou c'est moi qui parle. Là. Ouais. Donc l'objectif, c'est quand même d'être sur toute la chaîne. Là, on s'est concentré sur cette partie-là, évidemment, sur la partie que fait Cortex qui est en jaune. Mais comme on l'a dit, si on ne considère pas le problème dans son ensemble, on pense vraiment qu'on n'y arrivera pas. Et en fait, l'impact d'une solution comme Cortex, il ne se limite pas, ou d'autres solutions, hein, pour le coup, il ne se limite pas vraiment à son petit précaré. Une décision qui peut être prise sur la manière, sur le codec utilisé, par exemple, pour faire un transcodage, peut avoir un impact monumental sur, par exemple, l'énergie qui est consommée au niveau device. Parce que globalement, EV1 aujourd'hui, ça risque peut-être de consommer un petit peu d'énergie quand on le décode. Je sais pas. C'est pas faux. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir une boucle de rétroaction entre les players qui a priori se connaissent eux-mêmes, hein, ils savent sur quel device ils sont, ils savent qu'est-ce qu'ils savent décoder en hardware ou pas, ils savent s'ils ont un écran 4K ou un écran pas 4K, ils savent s'ils sont sur un réseau 4G ou sur un réseau Wi-Fi ou sur de la fibre. Ils connaissent les bandes passantes de l'ensemble des utilisateurs qui sont en train de les regarder. Et donc effectivement, toute l'idée, c'est de se dire, en fait, est-ce que EV1 est greener que MPEG 2 on va répondre. Hein. On va répondre. Globalement, ça dépend. Ça dépend du nombre de viewers. Ça dépend de plein de choses, quoi. Ça dépasse. Tu voulais pas parler de ça? Si, je voulais en parler aussi. Donc là, je veux juste montrer une petite expérimentation qu'on a fait pour mettre encore une fois un peu de réel, hein, avec nos amis de Théo Player, où on a justement mis un prototype en place pendant un hackathon, hein, chez Théo, avec une boucle de rétroaction entre les players et le système Cortex. Donc ce qui est particulier, hein, dans le système Cortex, c'est que tout est extrêmement dynamique et extrêmement flexible. On peut rajouter des profils à la volée et on va scaler l'infrastructure s'il y a besoin. L'idée, c'était de se dire, chez Théo Player, ils agrègent les statistiques de tous leurs players et on peut prendre des décisions sur l'ensemble de la chaîne en fonction de plusieurs critères. Soit par exemple un critère de bande passante. Je vois que le bitrate médian, c'est 5 mégabits, je vais déployer à la volée un profil à 5 mégabits. Ou alors, mon CDN commence à s'essouffler un peu, je vais limiter les bandes passantes. Ou alors, c'est évidemment ça qui nous intéresse,
remonter les informations sur ce que savent décoder les players avec le moins d'énergie possible pour utiliser ces codecs-là et ces résolutions-là dans la tête de réseau. Et donc là, ce n'est pas forcément les meilleures solutions au niveau de la tête de réseau. Par contre, sur la chaîne globale, c'est la meilleure solution. Et tant... Vas-y. Non, et on peut en dériver après des tonnes d'usages, hein, parce qu'on peut imaginer ensuite avoir un Netflix Green qui va favoriser éventuellement une résolution inférieure ou une résolution qui aurait un label environnemental plus faible. On peut imaginer des tonnes de services autour de ça. Là, je parle de business, mais le but, c'est aussi que l'utilisateur... Vous avez entendu, on n'a pas parlé de sobriété, nous. On ne dit pas qu'il ne faut pas, on dit juste, le but, c'est que ça soit raisonné, que chacun essaye de voir ce qu'il peut faire. Et évidemment, il y aura des nouvelles idées, il y aura du marketing autour de ça, il y aura des nouveaux services. Mais en tout cas, je pense que si on s'équipe, en tout cas si on travaille tous dans la même direction. D'ailleurs, effectivement, c'est un peu dans le titre. Hein. On pense vraiment que les partenariats là-dessus, c'est indispensable parce que le problème est vraiment global. Et si chacun agit simplement en mettant un E autour de son produit et en disant ça y est, je suis green, ça marche pas. J'en connais. Mais du coup. Bah oui, mais là, on l'a déjà fait. Ah merde, pardon. Alors, en fait, d'après vous, c'est plus green ou c'est moins green? Ça dépasse. Ça dépasse. Merci. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, même en dehors là, de l'échange qu'on peut faire, n'hésitez pas à revenir vers nous, ou vers tous les membres du consortium Scotty, par exemple, pour un peu discuter de comment on pourrait travailler ensemble, comment on pourrait monter des initiatives de moyenne ou de plus grande ampleur. Merci. Merci. On reste pour les questions. S'il y en a. Merde. Putain. Dans ta slide de Complete Workflow, tu as à peu près des grosses masses pour une chaîne, je sais pas, tu prends une chaîne qui a 100 000 bancs, ouais, celle-là. Parce que là, à la fin, tu as écrit en tout petit « Responsible for the majority of energy consumption » pour des... Allez, tu me donnes des pourcentages, tu as 100%, à ton avis, il y a quoi? Non, alors moi, nous, on donne pas de chiffres, on en donne, mais c'est juste pour se marrer. Ouais, mais alors, donne-moi des chiffres pour marrer. Ce que je vais juste dire, c'est, il semblerait, et là, j'utilise tous les bons mots, qu'il y ait un consensus pour dire, du coup, je te laisserai la parole, pour dire que les devices de réception, quels qu'ils soient, je ne sais pas, mais sont les principaux responsables des émissions. T'as des ordres et donc, clairement, alors les ordres de grandeur, Romain? Une télé, c'est 100 watts, je fais de la transition. Ouais, une télé, c'est 100 watts. So TV, un laptop, c'est 20 watts et un smartphone, c'est 5 watts à peu près, quand tu regardes. Le truc, c'est que ça ne correspond pas aux chiffres qu'ils ont donnés, qui étaient de 750 Wh. Exactement, et on s'est fait, en fait, en écrivant ces chiffres, on s'est exactement posé cette question-là, c'est qu'on s'est dit, mais alors, il y a un consensus qui dit qu'effectivement, c'est les devices qui sont responsables. Alors bon, tu as aussi des routeurs à la maison. Sauf que là, vous oubliez le scope 3. Voilà, Nicolas, vous oubliez le scope 3. Donc, si vous, je te rappelle, le scope 3, c'est beaucoup. Donc non, c'est le scope 3, c'est à cause du scope 3, essentiellement. Ah non, je pense que c'est plus. Hein. Tu penses que les deux derniers... Ouais. Bah, on doit pouvoir chercher dans l'amas de documents qu'on a. Je veux dire, pas quand t'es salto qu'il n'y a personne qui regarde, mais quand t'es dans un vrai truc. Ouais, mais VLC, il n'y a personne qui s'en sert ou pareil. Juste... Bah, en fait, tu rigoles, mais alors nous, on a publié un truc, mais c'est pas la question. Il y a Microsoft qui a publié un truc dans un blog obscur, parce qu'en VLC 3, on a activé le décodage matériel par défaut. Et en fait, Attendez, je tiens à dire qu'il est dans Scotty, hein, mais c'est juste pour... moi, je suis pas dans Scotty. Mais bon, bref. Et en fait, ils ont fait un blog post avec des calculs, et les calculs étaient délirants. Mais c'est vrai que entre un décodage matériel et un décodage soft, le différentiel, il est monstrueux. Et je te parle pas des décodeurs en JavaScript. Non, mais pour le coup, c'est bien pour ça. Non, mais tu fais bien de le. Mais donc tu dirais que c'est 70% le dernier bout. En tout cas, on va juste trouver dans les rapports l'ordre de grandeur des consensus autour de ça. Mais comme tu dis, si tu fais ton bête calcul que celui que tu viens d'évoquer, si tu oublies le scope 3, peut-être qu'effectivement, nous-mêmes, alors, pour le coup, c'est rigolo, parce que ce qu'a dit exactement Romain, on s'est dit la même chose. On dit, c'est bizarre parce qu'on ne trouve pas du tout les mêmes ordres de grandeur que ce qui est un peu sorti un peu partout. Mais effectivement, il y a toujours ce fameux scope 3 qui est obscur
puisqu'à la fin, qui fournit vraiment les données qui permettent d'évaluer ce fameux scope 3 ? Pas grand monde. Et donc, pour arriver à ma vraie question, qui est donc, il vaut mieux avoir des décodeurs AV1 en rachetant des téléphones qui coûtent très cher avec des puces spécifiques, ou faire du décodage soft de l'AV1 ? Tintin. Non, mais effectivement, ouais. C'est pour ça que le but, c'est aussi ça le but, c'est d'essayer de faire une étude un peu sérieuse. Vraiment, nous, on est censé savoir de quoi on parle. Je dis collégialement. Et donc le but, si on est capable de se mettre ensemble et d'essayer de faire une étude un peu sérieuse, on devrait arriver à des chiffres qui ne sont pas sortis d'un chapeau. Comme dit Marc, avec des ordres de grandeur qui sont des fois douteux. Bref, donc effectivement, nous, on n'a pas la réponse. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a un travail. Il y a vraiment du travail à faire. Ce qu'on sait, c'est que généralement, personne ne tient compte du scope 3. Nous-mêmes, on ne sait pas vraiment le faire. Pourquoi ? Parce que c'est encore opaque. Toutes ces parties-là sont extrêmement opaques. Est-ce que le scope 3, ce ne serait pas la fabrication du device ? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de chiffres. C'est évidemment la fabrication du device, c'est évidemment l'extraction des terres rares, c'est tout ce qu'il y a autour de ça, c'est évidemment le transport, c'est ça. Mais quand je dis c'est opaque, c'est les chiffres associés, ceux-là, on les a pas. Où tu as des grosses masses. J'avais une question à poser, moi, c'était plutôt sur la partie CDN et delivery. Parce qu'on sait que du coup, le contenu, une fois qu'il est produit, finalement, ça va être sur le nombre de lectures où ça va du coup générer du trafic et les consommations d'énergie sur le CDN et les delivery. Mais du coup, est-ce que des solutions, je ne sais pas, comme Streamroute où ils font du peer-to-peer, est-ce que vous avez vu s'il y avait des impacts différents justement sur cette partie-là ? Est-ce que c'est une bonne direction ? Enfin, je ne sais pas, parce que du coup, il y a moins de distance à parcourir, ça n'appelle plus le CDN, donc du coup, c'est les téléphones qui fournissent un petit peu du coup les chunks, les choses comme ça. Du coup, est-ce qu'il y a... Alors, le problème, c'est que pour répondre à la question, il faudrait déjà avoir la vraie empreinte carbone d'un CDN. Honnêtement, on a beaucoup cherché. Aujourd'hui, les informations que donne par exemple AWS, ça inclut globalement CloudFront, mais Akamai, ils sont bien. Hein. Ouais, c'est vraiment bien, disons. Mais tout est inclus dans un même lot, et en fait, si tu veux, ce qu'on aimerait, c'est avoir la possibilité, par exemple, de mettre des tags ressource par ressource ou client par client, à la manière du Cost Explorer ou AWS, pour être capable d'identifier vraiment d'où vient l'empreinte carbone. Mais ça, aujourd'hui, on l'a pas. On l'a absolument pas. Un autre problème, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux, si tu as du contenu, encore une fois, que tu veux diffuser en Allemagne, est-ce qu'il vaut mieux le diffuser avec un CDN qui va être en Allemagne ou avec un CDN qui va être en France, en acceptant un peu plus de délai, négligeable sans doute, mais avec une empreinte carbone 10 fois moins, parce que le mix énergétique, effectivement, est 10 fois moins carboné en France qu'en Allemagne. C'est pareil, c'est des questions qui sont... La vraie problématique, c'est qu'honnêtement, c'est pas comme si on avait une réponse, quoi. Donc oui, honnêtement, je sais absolument pas te répondre sur est-ce que c'est mieux de décentraliser, d'utiliser effectivement des téléphones, des devices en relais. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme le micro est à côté, j'en profite. Par rapport au cloud, les calculateurs de consommation énergétique, est-ce que vous avez regardé un peu la comparaison entre les trois clouds, si c'était cohérent pour le même type d'application? Alors la réponse est absolument pas. D'accord. En tout cas, nous, non, on a... Non, c'est absolument pas cohérent. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai regardé. C'est absolument pas cohérent. Oui, et on ne l'a pas regardé à grande échelle. On a regardé sur des types d'instances typiques. Oui, mais du coup, déjà, vous avez... Enfin, ouais, il y a des... Non, et en fait, la problématique, c'est qu'en plus, c'est pas transparent. Et je ne sais pas s'ils seront transparents un jour là-dessus. C'est-à-dire que la méthodologie utilisée... Alors, il y a des méthodologies qui sont... Je vais pas me faire l'avocat du diable. Il y a des méthodologies qui sont écrites, mais ça reste dans les nuages, quoi. Non, mais tant que la compensation fera partie du bilan, c'est fini. Oui, tu ne pourras jamais avoir... Pas le scope Ton 3, but, c'est le net zéro en 2030 ou en 2040. Le problème est réglé. Ceci étant, c'est vraiment une problématique qui est prise à bras-le-corps par les fournisseurs de cloud, pour le coup. Ils ont une vraie roadmap. Ils essayent quand même d'aller un cran plus loin pour être un peu plus transparent. Ouais. Et sinon, juste un petit commentaire sur Streamroute, qui est un sujet que je connais un petit peu. Un commentaire sur le CDN Akamai est sans doute très bien, mais Lumen aussi fait des efforts en la matière. C'est super Lumen aussi. Ça, c'est bien parce que pour le coup, le rapport, je veux bien le rapport de mars 2022 parce qu'il y a le lien, mais il n'y a pas le rapport en fait. Donc ça m'intéresse. On te le facilitera. Non mais alors juste sur le sujet Streamroute, c'est vrai que c'est difficile en fait de faire des calculs précis de CDN versus Mesh. En revanche, il y a un cas d'usage qui s'est posé il n'y a pas très longtemps avec un client en fait, qui a racheté des droits d'un événement sportif dans un pays qui était usuellement distribué sur du câble. Bon.
Et en fait, il s'est retrouvé dans une situation où en fait, la capacité CDN dans ce pays-là ne suffisait pas parce qu'il prenait tous les CDN et ça ne suffisait pas. Et donc en fait, il y a deux alternatives à ce moment-là. Soit tu demandes aux fournisseurs de CDN de rajouter de la capacité, du hardware, et là en fait tu vas payer finalement, tu vas toujours dépenser de l'énergie pour un usage qui sera très ponctuel et qui sera pendant 30 minutes, Plus 45 minutes le 3. week-end, voilà. Ou alors tu utilises une techno logicielle que tu vas utiliser ponctuellement et que tu peux potentiellement éteindre le reste du temps. Donc après c'est vrai que c'est difficile de faire sur la durée des 45 minutes, 1h30, le calcul exact, le différentiel, mais sur l'ensemble, enfin sur le cycle de vie en fait du CDN versus le mesh, le peer-to-peer, on peut imaginer qu'il y a un gain. C'est exactement ce que j'allais dire. L'avantage du peer-to-peer malgré tout, c'est que ça ne va être allumé que quand il y en a besoin. Donc la lumière sera éteinte une fois que ce sera fini. Voilà. Exactement. Moi j'ai un petit commentaire sur le fait que cette étude-là, je pense qu'elle oublie une chose, c'est le coût de construction. Laquelle Enfin, ce que vous avez présenté, il y a quelque chose qui est complètement oublié là, c'est le coût de construction des infrastructures pour obtenir la boucle de rétroaction. On est en Europe, on est dans un continent riche, on a de la fibre partout. Si tu prends l'Afrique, en fait, la boucle de rétroaction, il y a 90% des territoires, tu les as pas. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Construire le réseau fibré pour que tu aies la boucle de rétroaction et que tu puisses récupérer toutes les datas, ou garder du réseau broadcast en gros, et puis continuer à balancer comme ça. Ouais, c'est peut-être juste mal exprimé, parce que la boucle de rétroaction, à partir de... Ça s'appelle HTTP. Ouais, à partir du moment où tu fais du streaming, tu fais une requête sur un serveur, donc ta boucle de rétroaction, ça peut être dans les headers de ta requête. Un header de retour, c'est fini. C'est comme ça qu'on a fait avec Théo d'ailleurs. Donc c'est aussi bête que ça. À partir du moment où il y a du streaming, il y a une boucle de rétroaction. Oui, non, on parle pas de choses ad hoc. On utilise ce qu'on a aujourd'hui. Je comprends bien ce que vous dites. Ce que j'essaie juste de dire, que pour arriver à un résultat zéro émission, enfin pas zéro émission, mais baisser les réductions, les émissions de carbone, finalement, il faut prendre le coût de construction des infrastructures en compte. Alors, oui. Construire des infrastructures, ça coûte beaucoup d'énergie. Ouais, le scope 3. On ne peut pas être plus d'accord. D'ailleurs, c'est un sujet. Hein. Je pense que vous avez tous lu des choses sur les panneaux solaires qui ne pourront jamais compenser en électricité produite l'électricité le niveau d'énergie que leur construction a demandé. Voilà. Donc, on ne fait que déplacer effectivement des problématiques énergétiques d'une région à une autre. Voilà. Est-ce que c'est dire que le solaire c'est mal? Je ne répondrai pas non plus. Je vais poser une dernière question avant de passer à la suivante. Est-ce que l'étude, vous pensez aussi prendre en compte des sujets streaming versus broadcast? Est-ce que l'empreinte carbone du streaming, donc où il y a tous ces CDN, tout ça, versus la tour Eiffel ou un satellite, qui sont potentiellement beaucoup plus grands coûts carbone en infrastructure, mais à l'usage beaucoup moindre, est-ce que ça rentre aussi dans votre périmètre? Alors, à l'instant où je te parle, nous, c'était clairement hors de notre scope à nous, mais si on est capable de monter, et c'est bien l'objet, une initiative plus large, évidemment que c'est pertinent, évidemment que c'est intéressant. Pareil, est-ce que c'est mieux WebRTC, est-ce que c'est mieux blabla, l'ensemble du scope est évidemment intéressant pour qu'on arrive à quelque chose de pertinent à la fin. Donc nous, effectivement, on s'est focalisé vraiment sur l'OTT, voilà, et évidemment que ça serait intéressant, et tu as bien raison. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, tout marche là-haut, super. Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être ici. Donc moi je m'appelle Richard Degène, je travaille pour Perfect Memory et ce que je vous propose ce soir c'est une espèce de petit dialogue autour du Linked Open Data. Ce que je vais vous présenter c'est comment grâce à ces bases de données publiques on va être capable d'enrichir le catalogue média de nos clients et de nos partenaires, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour vos partenaires externes.
Hop. Alors, donc au sommaire, une première question, évidemment, le load, à quoi ça correspond exactement. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. On parlera de la différence qui est assez essentielle entre données et information. Et on ira faire un tour sur notre produit pour que je vous montre un peu comment ça se traduit dans les faits. Alors, le Linked Open Data, il y a en français, hein, l'ensemble des données liées ouvertes. Donc c'est un réseau de bases de connaissances qui sont publiques. Vous en connaissez certaines, hein, Wikidata, DBpedia, Google Knowledge Graph, et ensuite vous avez tout un tas de sites qui sont spécialisés, comme MusicBrainz par exemple, pour la musique. Et donc ces bases de données stockent tout un tas d'infos, toutes plus intéressantes les unes que les autres, sur tout un tas de sujets. Il y a un premier élément qui est important à comprendre, c'est qu'une même ressource, une même entité, hein, donc là on a donné l'exemple de David Bowie, peut exister dans plusieurs systèmes différents. Donc là ici vous avez par exemple à gauche WD 583, c'est David Bowie sur Wikidata. DBR David Bowie, c'est David Bowie sur DBpedia. Et MB avec l'UID que vous voyez là, c'est David Bowie sur MusicBrainz. Donc il y a un premier enjeu dans ce partage de connaissances qui est ce que nous on appelle la réconciliation, c'est-à-dire se rendre compte que une ressource peut disposer de plusieurs identifiants différents dans des systèmes différents. Ce que nous on va faire, c'est que dans notre outil, on va avoir notre propre David Bowie rien qu'à nous, avec son propre identifiant, et grâce à ce que vous voyez là, qui est annoté OWL SAMAS, on va indiquer que notre David Bowie à nous est le même David Bowie que WD 5383, que DBR David Bowie. Et c'est comme ça qu'on est capable déjà de faire comprendre à un ordinateur que notre David Bowie, c'est le même que ce David Bowie là, et que toutes les informations qu'on va sortir de Wikidata au sujet de WD 583 vont s'appliquer à notre David Bowie à nous. Donc comment on échange avec Wikidata? C'est tout l'intérêt du web sémantique et des technologies sémantiques. C'est la grande différence, en gros, hein, si on fait un parallèle, c'est la différence entre Wikipédia et Wikidata. À gauche, vous avez une représentation du web, d'Internet, qui est un ensemble de documents qui sont connectés les uns les autres à travers des liens hypertextes. Hein. Donc si on prend Wikipédia, par exemple, vous avez telle page qui est connectée à telle page, parce que dans le texte, il y a un lien quelque part. Alors que dans le web sémantique, on ne va plus parler de documents ou de pages, on va vraiment parler de ressources. Et ces ressources sont connectées les unes aux autres à travers des relations sémantiques qui sont typées, qui sont porteuses de sens. À gauche, deux documents sont liés parce qu'il y a un lien entre il y a un hyperlien entre les deux pages. À droite, deux ressources vont être liées parce que, par exemple, David Bowie est né à Londres. Et ce lien, c'est pas juste un lien hypertexte, c'est le lien du lieu de naissance. On vient nommer, on vient donner du contexte au lien entre les différentes ressources. Voilà, donc en fait, en gros, ce web-là, il est tip-top pour les humains, parce que nous, on sait lire, on sait interpréter des phrases, et on sait nous-mêmes établir un rapport entre les pages web et ceux dont elles parlent. Ce web-là, il est tip-top pour les machines, parce qu'on est capable de sortir ces informations-là, je vais vous le montrer juste après. Mais voilà, on n'a plus besoin de crawler des pages web ou de scraper des pages web à coup d'analyse de texte ou autre. On n'a plus besoin de manipuler des données brutes. On a directement accès aux informations. Donc voilà, c'est cette partie que vous voyez dans le sommaire, la différence entre données et informations. Je vais vous faire participer un petit peu. Dites-moi un petit peu ce que vous voyez sur cette photo. Bonne idée avec le micro. Oui, un Thalys, très bien. On est à Bruxelles, oui, très bien, avec le panneau qui est reflété dans la vitre, effectivement.
Quoi d'autre? Un wagon de première classe, effectivement. Pardon? Oui, il y a 3 personnes, il y a 2 femmes et un homme, effectivement. La voiture numéro 3, ouais, très bien. TGVR 43013, alors je vous avoue, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais c'est là en tout cas. Des gens qui connaissent les trains mieux que moi pourraient peut-être expliquer. Mais voilà, on est capable de tirer tout un tas d'informations. Pour être parfaitement précis dans les mots, on a extrait, ce qu'on a fait ensemble là, c'est qu'on a extrait tout un tas de données de la photo, tout un tas d'informations, mais aussi tout un tas de connaissances. Je vais expliquer la différence entre les trois. On parle de pyramide de la connaissance, où plus on monte dans la pyramide, plus on monte en niveau de compréhension, niveau de contexte et niveau d'interprétation. Tout en bas de la pyramide, ce sont les données, c'est vraiment les choses très brutes, comme des chiffres, une chaîne de caractères, des lettres. Donc par exemple le 1 qui est écrit sur le train, ça c'est une donnée, mais c'est juste un 1. Les lettres Bruxelles, bon elles sont écrites à l'envers, mais c'est juste voilà, une chaîne de caractères qui indique Bruxelles. Si on monte un peu en niveau de compréhension et de contexte, on peut parler d'information. Ce 1 que vous voyez là, ce n'est pas juste un 1, c'est le numéro de la classe du train qui est là. Le 3, c'est pas juste un chiffre, c'est le numéro du wagon. Bruxelles, c'est pas juste un mot, ça désigne quelque chose. Vous et moi, on connaît la ville, la capitale de la Belgique, etc. Donc là, déjà, on a un niveau de compréhension et un niveau de contextualisation de la photo qui est bien plus élevé. Et si on va encore au-delà, il y a ce qu'on appelle les connaissances, c'est des conclusions qu'on est capable de tirer de nos informations. Par exemple, j'ai entendu Thalys, un train Thalys. C'est pas écrit Thalys sur la photo, il n'y a rien qui marquait Thalys, mais par contre, on sait qu'on est à Bruxelles, on a reconnu un peu la couleur du train avec ses lettres Bordeaux. On sait que c'est un Thalys, mais parce qu'on a, nous, dans nos connaissances, tout un tas de choses qui nous permettent de tirer cette conclusion-là. La porte, elle est ouverte, donc c'est probablement que le train est à l'arrêt. Donc la photo a probablement été prise dans une gare, alors qu'il n'y a pas forcément là, juste dans le cadre, là, il n'y a pas forcément grand-chose qui est suffisant pour vous indiquer que c'est une gare, mais on est capable de le comprendre à travers le contexte. Et en plus de ça, voilà, première classe, ça veut aussi dire que les tickets sont sans doute plus chers, etc. Voilà, donc une photo pour une photo, c'est très bien. Hein, donc je vous redonne ce dont on est parti, ça c'est votre donnée en gros. Mais en réalité, à travers de l'interprétation et de la compréhension, on se rend compte qu'il y a bien plus de choses à l'intérieur. Et ce que nous, on essaye de faire chez Perfect Memory, c'est de plutôt stocker la photo sous ce format-là, avec plein d'informations qui sont rattachées dessus, plutôt que bêtement une photo. Voilà. Alors, je dois avoir une démo, je vais essayer de la faire fonctionner. Voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Ok. Donc, je vais venir ici, c'est suffisamment grand, je peux peut-être essayer d'agrandir un petit peu. Donc, ce qu'on voit ici, hein, donc ça c'est l'outil Perfect Memory, c'est un MAM, donc vraiment l'interface à travers laquelle on présente des catalogues de médias. Et là ici, ce que vous avez, c'est tout un tas d'entités hein, qui ont été extraites, à la fois du load et à la fois de notre propre catalogue, c'est-à-dire que, là je vais vous parler beaucoup de Wikidata, mais il faut bien comprendre qu'on fait qu'enrichir, on est capable de mélanger les sources de données, c'est-à-dire que si vous avez déjà un ensemble de tags, un ensemble de mots-clés qui sont déjà rattachés à vos contenus, on peut combiner les deux. Et donc si je recherche, je crois
crois que j'avais cherché Nadal la dernière fois qui était sympa. Hop. Donc nous, on a probablement ingéré des documents qui parlaient ou qui montraient à un moment donné Rafael Nadal. Et donc, vous voyez que c'est une entité qui apparaît dans notre système. Et voilà, c'est un petit peu plus que ça. Là, si je clique dessus sur la petite Quick View à droite, vous voyez déjà quelques informations qu'on a été capable de rapatrier depuis le Linked Open Data. Par exemple, une photo, une description, et le fait que ce soit une personne. Tout ça, ce sont des infos qu'on est capable de ramener du Linked Open Data. Ça va un peu plus loin que ça. Si j'affiche ici les détails, vous pouvez voir des infos comme voilà, date de naissance, son métier et des membres de sa famille. Et en fait, tout ça, on est capable de le récupérer. Si je m'amuse à aller sur wikidata.org et que je cherche ici Rafael Nadal, vous allez voir tout de suite le parallèle. Voilà. Et donc ici, sur Wikidata, vous voyez les choses que nous, on récupère. Et en fait, c'est plus ou moins la page Wikipédia, mais présentée sous une forme qui est vraiment pensée sémantique. Voilà, donc sa nationalité, le pays pour lequel il joue, son nom de naissance. Et donc, par exemple, sa date de naissance, on est capable de la récupérer ici. Et on est même capable d'aller récupérer des informations à l'intérieur. Par exemple, on voit qu'il est né à Manacor et que Manacor est une ville qui se trouve en Espagne, par exemple. Voilà, donc là, par exemple, on a voilà, les membres de sa famille. Donc on récupère tout un tas de choses. C'est aussi comment dire, là, nous, on en présente quelques-unes, mais les informations qu'on est capable de récupérer, en réalité, elles peuvent dépendre de votre use case. Là, pour une personne, on récupère lieu de date de naissance, métier, etc. En fonction de la personne à qui on s'adresse, les informations issues du Linked Open Data sont pas toujours les mêmes. Donc ça, c'est notre back-office, c'est l'interface d'administration de notre plateforme. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est la requête. Donc ça utilise un langage de requêtage qui est propre au web sémantique, qui s'appelle le Sparkle. Et donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est la requête qui est envoyée à Wikidata pour leur dire de quelle information on a besoin sur telle ou telle personne, ou sur tel ou tel lieu, ou métier, ou autre. Et donc, par exemple, voilà, vous voyez ici qu'on récupère des labels, qu'on récupère des descriptions. Et en fait, on mobilise directement ici les propriétés Wikidata. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure du lieu de naissance. La manière dont on est capable de récupérer le lieu de naissance de Rafael Nadal, c'est grâce à cette propriété. Je peux vous montrer, hein, si je reviens ici sur Rafael Nadal, lieu de naissance, vous voyez peut-être en bas là, P19. Il y a de grandes chances que ce soit exactement celui qui est mobilisé ici. C'est peut-être un peu petit, vous voyez bien. Voilà, WT, P19. Donc en fait, on vient établir des correspondances entre le modèle de Wikidata, notre modèle à nous, et ça rend les deux plateformes complètement interopérables. Et ce qu'on fait là avec Wikidata, on est capable de le faire avec n'importe quel autre fournisseur de Linked Open Data. Et donc, ce que je peux vous présenter aussi, c'est la manière dont ça fonctionne ici au niveau de la création. Hein. Je vous ai parlé là d'informations, je vous ai montré en tout cas des informations qui étaient déjà présentes dans notre plateforme. Mais ici, si je recherche des documents à propos de David Bowie, je vais en trouver certains. Et donc là, par exemple, j'ai une photo où son nom apparaît dans le titre. Mais ici, vous voyez qu'il n'y a pas de sujet, sujet traité qui est indiqué pour la photo. Je peux venir l'ajouter ici. Et si je recherche David Bowie, ce qui va se passer, c'est que là, dans ce cas précis,
Si je veux dire que si je veux indiquer que le David Bowie apparaît comme étant un sujet de la photo, vous voyez là, no results found signifie que David Bowie n'existe pas encore dans notre système. Il existe peut-être dans d'autres systèmes qui sont extérieurs. C'est pour ça qu'on a ce bouton qui dit rechercher sur le web. Mais en tout cas, on ne l'a pas nous encore. Et donc quand je recherche sur le web, bah, voilà, ça va me chercher tout un tas de... Donc il y a plusieurs David Bowie. Je ne savais pas par exemple qu'il y avait un chercheur dans un hôpital ou un médecin ici qui s'appelle David Bowie. Lui, celui qui nous intéresse, évidemment, c'est le chanteur-acteur britannique. Et donc, quand je clique ici, il se passe deux choses. David Bowie est ajouté comme sujet de la photo, mais nous, en arrière-plan, on a aussi cette fameuse requête que je vous ai montrée qui est en train de tourner et qui va récupérer sur Wikidata toutes les infos à propos du David Bowie qu'on vient d'ajouter. Et donc, ici, ça y est, on a bien David Bowie qui est présent là. Et si je viens voir dans les infos, ben voilà, on a tout un tas de trucs. On retrouve tous les métiers auxquels il est associé. On retrouve son lieu de naissance et les membres de sa famille, etc. Voilà. Et donc, ce que ça permet de faire, ça, c'est que bah, vos modérateurs, vos documentalistes, bah, ils passent beaucoup moins de temps à saisir tout un tas d'infos. Parce que nous, on tire parti vraiment au maximum de toutes les données que Internet contient déjà, et on est capable de vous les mettre à disposition de cette manière-là. Voilà. Et si je coche voilà, afficher les sources ici, bon, bah, c'est censé afficher Wikidata. Il se peut que j'ai été un peu trop rapide. Voilà. Vous voyez qu'on est capable de noter que ces infos-là sont issues de Wikidata. Si je rajoute un alias, hein, par exemple, David Bowie était aussi célèbre pour son alter ego Ziggy Stardust. Hop. Voilà, ici on fait bien la différence entre les informations qui sont tirées de Wikidata et les informations qui sont saisies manuellement. Un autre aspect qui est important dans cette interopérabilité avec les sources de données externes, c'est la synchronisation, parce que des données peuvent évoluer dans le temps, par exemple un nouvel enfant, un mariage qui change, ou ce genre de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme ce n'est pas une simple compatibilité, on ne fait pas que tirer des infos de Wikidata à nous, on garde quand même le lien avec l'information d'origine grâce à ces prédicats que je vous ai montrés. Et donc, par exemple, là, ici, vous voyez qu'on n'a pas récupéré la date de naissance de David Bowie. Et donc, cette requête que je vous ai montrée ici, on peut la faire évoluer dans le temps en fonction de vos besoins, en fonction des scénarios qui arrivent. Donc je peux ajouter, je l'avais commenté ici pour le test, mais ici vous voyez qu'il y a les infos qui concernent la date de naissance. Donc ça c'est la propriété date de naissance dans notre système. Et ici un petit peu plus bas, ça c'est la propriété date de naissance qui est dans le modèle Wikidata. Donc on vient établir vraiment une vraie connexion entre les deux. Donc je vais enregistrer cette nouvelle requête. Et si je relance ici la synchronisation avec Wikidata, pareil, en arrière-plan, cette synchronisation prend place et on retourne voir Wikidata pour lui dire tiens, quelle info tape à propos de David Bowie maintenant avec la nouvelle requête qu'on lui a donnée. Voilà, maintenant on a la date de naissance de David Bowie qui est là. Et ça peut se configurer voilà, au fil du projet, au fil de vos besoins. Voilà. Et ces informations, elles sont directement mises à disposition aussi à travers toute la recherche. Par exemple, ici, on a une recherche de personnes de par leur date de naissance. Donc, si je retrouve Bowie là-dedans, on peut voir que j'en ai plusieurs, mais si je... Là, ici, je crois que c'était 49. Non, ça ne devait pas être 49, alors. 47 et ben alors, pourquoi je ne l'ai pas? Il suffit que je parle trop vite.
Ouais, j'ai dû parler trop vite. Mais voilà, toutes les informations, en fait, à partir du moment où elles sont intégrées, elles sont vraiment mobilisées par le reste de la plateforme. Voilà, donc c'est super. Vos documentalistes ont un outil tip-top pour gérer tout un tas d'infos inutiles, comme qui est le fils de David Bowie, c'est top, mais ça vous avance pas plus, ça avance pas plus vos utilisateurs ou vos partenaires pour manipuler votre catalogue de médias. Donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est l'impact qu'ont ces informations sur l'exploitation de votre catalogue. Donc là, ici, ce qu'on voit, ce sont tous les documents qu'on a actuellement pour cet espace. Donc on peut faire des recherches. Hein. Si je viens rechercher, par exemple, USA, j'ai tout un tas de documents qui traitent des États-Unis. Et il y a un exemple qui était assez sympa, voilà celui-là, où en réalité, quand on vient voir le contenu, donc ici, voilà, donc là c'est la transcription du document, et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, ce qui est mentionné, c'est pas USA, c'est US. Je pourrais mettre la vidéo en lecture, je ne sais pas si ça fonctionnerait. Mais dans le texte qui est prononcé là, dans le reportage que vous voyez là, le terme USA n'est pas prononcé. En revanche, ce qui a été identifié sur Wikidata à travers cette phrase, c'est bien le concept de United States of America. Et là, à droite, vous voyez des alias, hein, donc d'autres noms par lesquels sont connus le pays. Et il y a US et USA. Donc tout ça, ces alias-là, nous, on a été les récupérer sur Wikidata et ils sont mobilisables dans la recherche. Vos documentalistes se seraient pas amusés à aller mettre des pseudonymes ou des alias pour tous les pays du monde ou pour toutes les personnes, mais simplement ces alias sont déjà connus, à la fois sur Internet et à la fois par nous, parce que si on recherche USA, on ne recherche pas le mot USA, on ne recherche pas les lettres US et A, on s'en fiche. On veut bien évidemment qu'on nous montre des documents à propos des États-Unis. Et c'est exactement ce qui est fait ici. Un autre exemple de connaissance, donc vraiment de conclusion qui est tirée grâce à l'intelligence de la plateforme, c'est par exemple, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais cherché, Espagne, je crois, Spain. Et il y avait, on avait un résultat pas loin. Est-ce qu'il est... Ou alors c'était dans les médias qui parlaient juste... non, mais voilà, c'est ça, il ne faut pas que je recherche de cette manière-là. Mais par contre... donc ici, vous avez les facettes qui permettent de rechercher des documents justement de par leur propriété sémantique. Et dedans, il doit y avoir quelque part quelque chose qui parle du lieu. Et je vais passer par un filtre, ce sera plus rapide. Location, Spain, voilà. Et donc là, ici, ça va m'afficher tous les documents qui traitent de l'Espagne d'une manière ou d'une autre. Et on va être capable là-dedans de retrouver tout un tas de documents qui parlent non seulement de l'Espagne, mais aussi de... c'est étonnant que j'arrive pas à mettre la main dessus. Je l'avais pourtant pas très loin. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais j'avais trouvé un exemple, par exemple, où le seul terme qui était mentionné à l'intérieur était Madrid. Et c'est simplement parce que Wikidata sait que Madrid est en Espagne et que nous, on a été capable de récupérer et de mobiliser cette information-là, qu'on a été capable de tirer la conclusion que ce document qui parle de Madrid parle en réalité d'Espagne. Je suis vraiment étonné de ne pas l'avoir sous la main. Voilà, donc il y a tout un tas d'autres avantages à ça. L'un des derniers que je peux vous présenter ici, c'est, je pense qu'il faut que j'enlève mes filtres, la gestion des homonymies. Par exemple, Paris,
vous comprenez, enfin, il y a Paris évidemment ici, il y a aussi la ville de Paris au Texas, et il y a aussi Paris, le personnage historique. Des fois que vous ayez des documentaires sur la mythologie grecque dans votre catalogue. Voilà, ici, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on retrouve ici les documents, vous avez Paris qui est là, mais vous retrouvez aussi des informations qui sont, enfin, en tout cas, on vous propose d'autres manières de découvrir vos médias, comme ici Texas, par exemple. Et donc là, vous allez retrouver tout un tas de documents qui parlent de Paris, mais Paris-Texas. Et là, ça devient très clair. Il y a comme une espèce de poignée de main un peu tacite entre vous, l'utilisateur, et la machine, vous comprenez que les deux parlent la même chose, on parle la même langue, l'utilisateur et la plateforme. Voilà. Donc, si je reviens sur ma presse qui doit être là. Ce qui est important donc de noter, c'est que nous, on remercie tous les contributeurs de Wikidata, qui est un projet qui est non seulement gratuit, mais aussi libre. Et grâce à tout ça, la conclusion, c'est que le catalogue, votre catalogue de médias, il devient enrichi grâce à toutes ces informations qu'on est capable de récupérer. Il devient intelligent, où il y a vraiment cette connexion en termes de langage qui se fait entre l'utilisateur et la machine. Et en plus de ça, comme la plateforme respecte elle-même toutes les conventions du web sémantique, votre plateforme elle-même devient interopérable avec celle de vos partenaires externes. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une question, mais en fait, vous, c'est que sur Wikidata que vous appuyez ou sur potentiellement d'autres sources? Non, on utilise aussi activement le Google Knowledge Graph, DBpedia, et on a aussi essayé de jouer un petit peu avec MusicBrainz, qui respectent tous les conventions du web sémantique. Et donc, si vous avez une incohérence entre les données qui sont indiquées, j'en sais rien, la date de naissance de David Bowie, justement, qui est en 1947 ou 1945, comment vous gérez ça? En fait, aujourd'hui, on va stocker les deux et on va indiquer d'où vient chaque information. On n'est pas capable, nous, de savoir quelle est la vraie ou la fausse. Enfin, oui, non, on n'a pas de capacité à arbitrer aujourd'hui. Ok, c'est juste... merci. C'était dans la continuité, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire comment on appelle ça, des adaptateurs ou des drivers dédiés pour extraire des données d'une source qui ne serait pas... Non, voilà, c'est ça. Le Sparkle étant le langage standard pour le requêtage des bases ouvertes, des bases sémantiques, ce standard s'applique de facto à toutes les bases de connaissances qui la respectent. Si on devait s'interfacer avec une base de connaissances qui ne la respectait pas, là on développerait un driver spécifique. Mais même en cas de driver spécifique, ce driver, lui, respecterait les conventions. Et donc, une fois que les données sont récupérées, elle rentre, elle, dans ce moule. Et donc, c'est là qu'on est capable d'interfacer avec virtuellement n'importe quoi, puisque après, tout devient interopérable. J'ai une question bête. Du coup, vous renvoyez également des informations vers Wikidata? On n'écrit pas sur Wikidata aujourd'hui, mais c'est possible. Ce langage de requêtage marche en lecture et en écriture. Ouais. Celui que j'ai présenté est tout à fait réel. On travaille beaucoup, nous, avec des broadcasters qui ont des décennies et des décennies d'archives. Et un journaliste qui a besoin de creuser ses archives pour aller retrouver des images pour monter un reportage a besoin d'une recherche comme ça qui se base non seulement sur des mots-clés ou sur 2-3 données, mais réellement sur de l'information et sur des concepts que lui manipule.
D'autres questions? Alors, on n'a pas fait autant de calculs que vous, mais sur le papier, cette forme d'intelligence artificielle qu'on appelle sémantique, elle est effectivement bien plus green que les intelligences artificielles statistiques ou heuristiques, parce qu'on n'a pas de GPU à faire tourner pour faire des méga réseaux de neurones, parce qu'en fait, cette intelligence artificielle-là s'appuie sur la logique formelle, en fait, et donc sur une description et sur des méthodes de calcul qui sont bien plus légères en termes de CPU que les IA statistiques. Pas fait de calcul du tout, hein, mais sur le papier, oui, c'est plutôt green, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, j'espère que vous en savez donc un peu plus sur comment calculer votre impact carbone. Et aussi, bon, vous avez pu voir donc, une démonstration donc, de ce qu'était un MAM. On n'en manipule pas tous les jours, je pense, pour la plupart dans la salle. Et comprendre l'intérêt d'utiliser de l'open data. Donc c'est déjà fini pour ce soir, mais ça continue quand même au bar, donc au bar La Morésienne. Donc vous pourrez nous suivre et je vous rappelle, on vous paye la première tournée. À tout de suite.